commencer par quelques définitions et puis une typologie de cas d'usage avec Guillaume Brunel, donc qui est maître de conférence en physique appliquée et spécialisé aussi dans le numérique pour l'agriculture, membre de l'équipe Agrotique. Guillaume, merci pour ta présence et je te passe à la fois le micro entre guillemets et l'écran pour que tu puisses réaliser ton exposé. On t'écoute. Merci. Donc oui, l'idée là, c'est de faire un petit point sur les usages agricoles pour les réseaux. Donc on va commencer par quelques généralités et définitions pour introduire quelques typologies clés pour la suite du webinaire. Donc en premier lieu, je voulais faire un rapide rappel de la communication au sein de l'histoire. En fait, on se rend compte que très tôt, environ moins 3000 avant Jésus-Christ, on commence déjà à avoir des systèmes de communication qui évoluent. Donc on peut penser aux signaux de fumée, on peut penser aux tam-tams, les pigeons voyageurs qui arrivent, et puis vers moins 500 avant Jésus-Christ, les premiers services postaux qui vont évoluer jusqu'en 1840. Pendant ce laps de temps, pas grand-chose qui évolue. Et de 1840 à nos jours, en fait, on voit qu'il y a une explosion des technologies qui passe d'abord par le filaire, puis le sans-fil, avec une évolution croissante de ces technologies. Donc on se rend compte que dans l'humanité, il y a toujours eu ce besoin de communication. Et si on fait un point sur la définition, cette fois-ci d'un réseau informatique, ça va être un ensemble d'équipements, donc variés, des ordinateurs, des capteurs, des smartphones, et plein d'autres choses qui sont reliés entre eux pour échanger de l'information. Et nous, on va faire une focus sur vraiment la communication sans fil dans ce webinaire. Encore quelques petites définitions. Donc, ce qu'on va attendre d'un réseau pour un usage agricole, mais pas que, ça va être une couverture, c'est-à-dire capter le réseau, un débit, donc une quantité de données qui va être échangée, qui va être suffisant pour nos besoins. Quand on parle de couverture, on parle aussi d'antenne, donc d'une portée suffisante pour faire communiquer des objets entre eux. Ça peut être un capteur avec un smartphone, par exemple. Un besoin de continuité de service, c'est-à-dire on va avoir besoin sur certains outils qu'il n'y ait pas d'interruption dans la capture de l'événement. Et enfin, une autonomie, notamment quand on parle de capteurs, qui soit suffisamment longue pour ne pas être déconnecté du réseau. Comme je vous ai dit, on va faire un petit point d'attention sur les technologies sans fil. Et il me semblait important de revenir sur quelques petites généralités. Pour ça, je vais me baser sur une petite maxime de qui peut le plus, peut le moins. Car depuis des années, en fait, on a cette tendance à vouloir faire toujours plus. Et si on prend les différentes technologies sous un axe, donc ici en ordonnée du débit, donc de la quantité de données qu'on peut faire passer, qui est directement aussi reliée à la consommation de ces technologies, et en abscisse la portée, notamment la portée maximum. On va voir, par exemple, je vais prendre quelques technologies classiques, par exemple le Bluetooth, donc qui va permettre de transférer un peu de données, donc 1 mégabit par seconde, avec un rayon de 10 mètres. Quand je disais qui peut le plus, peut le moins, c'est aussi que s'il arrive à transmettre à 10 mètres, il peut aussi transmettre très proche. Donc à chaque fois, c'est vraiment des boîtes englobantes qu'il faut considérer. Donc le Bluetooth, c'est une technologie qui va être très bien adaptée pour tout ce qui est audio, car la quantité à faire transiter est suffisante par rapport à son débit, et par contre très mal adaptée à tout ce qui est vidéo ou photo. Et donc pour cela, il y a eu d'autres technologies qui vont être mises au point, comme le Wi-Fi, donc avec un coût plus élevé, mais avec un débit plus important. Donc ce débit plus important permet aujourd'hui de faire transiter de la vidéo, de la photo, mais en contrepartie, il est plus consommateur, et c'est pour ça, par exemple, qu'on ne le retrouve pas sur des technologies pour, par exemple, des casques audio. On a aussi à chaque fois donc des versions, on va dire low énergie, donc qui consomment un peu moins, mais si on consomme moins, par contre le débit va être réduit. Et enfin, on a à l'extrémité supérieure donc les technologies cellulaires, en partant de la 2G vers la 5G, qui permettent de transmettre beaucoup d'informations en dépit de la consommation, mais avec une portée qui est, elle, maximum, donc plusieurs dizaines de kilomètres par rapport à une antenne. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on est plutôt dans cette maxime qui peut le plus, peut le moins, c'est-à-dire on a toujours cherché à évoluer, à vouloir transmettre toujours plus. Et depuis quelques années, donc on a le pendant inverse qui est de dire,
on va aussi travailler sur des technologies qui peuvent transmettre très peu, mais à des très longues portées et avec de la basse consommation. Je pense par exemple notamment à tout ce qui est technologie RFID ou NFC, qui sont les cartes qu'on a dans les badges, donc qui sont des technologies passives. On n'a pas besoin d'avoir de piles dans un badge et quand on le pose, ça active par exemple une ouverture ou des choses comme ça. On a aussi des technologies un peu intermédiaires comme le Bluetooth Low Energy, BLE, donc qui sont des technologies comme pour le Wi-Fi low consommation, donc où on prend une technologie existante et on essaye de réduire sa consommation, et donc en augmentant et à la fois sa portée, mais on perd en débit de consommation. Et enfin, là, depuis quelques années, donc les technologies low énergie avec longue portée, donc LP1, où on connaît par exemple le réseau LoRa ou le réseau Sigfox, donc qui permettent de transmettre de l'information légère, mais sur des grandes ordres de portée. Ici, on est sur l'ordre de plusieurs kilomètres quand les conditions sont bonnes. Donc voilà, ça c'était pour faire un petit état de l'art des technologies sans fil et des caractéristiques associées. Et maintenant, je vais passer un peu sur les usages attendus dans ces réseaux pour l'agriculture. Donc là, je me suis basé sur un livre blanc que j'ai trouvé qui détermine 4 grandes catégories d'usage en agriculture. Le premier, ça va être détecter. Donc détecter, ça va permettre de suivre en continu l'état des cultures ou des troupeaux, parce qu'on parle autant d'agriculture que d'élevage, donc à travers l'utilisation de capteurs ou de drones. Produire, qui va être là la gestion des pratiques à une échelle intraparcellaire, même de l'individu, de la plante ou de l'animal, en utilisant des capteurs connectés. On peut par exemple penser aux capteurs embarqués pour les vaches pour suivre leur état. Informer, donc là on est plus sur de la traçabilité, donc comment créer une chaîne entre le producteur et le consommateur, donc en utilisant donc des outils numériques. Et enfin décider, qui va être anticiper les problèmes ou améliorer la qualité de vie. Notamment, on peut penser à tout ce qui est automatisation des tâches ou de guidage de précision par exemple l'auto-guidage qui sera présenté un peu plus tard. Alors, si on se projette peut-être sur les 10 à 15 prochaines années, est-ce qu'on peut imaginer des usages complémentaires ou des bénéfices technologiques qui seraient jusqu'alors pas complètement anticipés aujourd'hui? Oui, merci Pierre. Donc effectivement, là, dans la suite, je vais faire une petite projection sur les 10 à 15 prochaines années à quoi pourrait ressembler une ferme ou un bâtiment d'élevage technologique. Donc là, par exemple, j'ai pris une petite illustration, mais on retrouve pas mal ce genre d'illustration aujourd'hui dans la littérature ou sur Internet. Donc avec une ferme très connectée, avec des capteurs et beaucoup donc de besoins de réseau pour faire fonctionner tous ces appareils entre eux. Et donc là, l'idée, c'est de voir un peu ce qui va être fait. Et pour ça, je vais me baser sur le livre blanc du réseau 5G édité par la chaire Agrotique. Et juste, voilà, pour vous montrer un peu, en 1986, on a demandé à des gens de faire une projection dans 10 ans, dans 15 ans, donc pour les années 2000. Et voilà, c'est la carte postale, c'est le dessin de ce qui avait été prévu pour les années 2000. Donc quand je fais le parallèle avec moi la projection que je vais essayer de faire, on se rend compte qu'il y a des petits décalages. Et donc aujourd'hui, ce que je vais essayer de présenter, c'est ce que pourrait être l'agriculture dans 15 ans. Mais on est d'accord que vu qu'il y a une évolution très rapide des technologies, mais en fait, ça sera que prospectif. Oui, en l'occurrence, là, on voit bien qu'ils n'avaient pas forcément imaginé encore les technologies sans fil. C'est ça. Et du coup, il y avait du filaire partout, mais on voyait déjà qu'il y avait cette envie d'automatisation des tâches qui était illustrée ici par cette image. Donc, comme je vous disais, donc on va essayer de se projeter dans les 10 à 15 prochaines années. Et donc, ce qui est sûr, c'est que les cas d'usage qui vont se développer ou qui resteront, c'est ceux qui vont apporter le plus de valeur pour les agriculteurs. Et quand je parle de plus de valeur, je parle améliorer la productivité, la qualité ou la rentabilité d'une exploitation, mais aussi, c'est important, la qualité de vie des agriculteurs. Et pour ça, il y a deux pistes qu'on va aujourd'hui se préciser, qui va être l'agriculture de précision. Donc, c'est l'utilisation de nouvelles technologies pour une meilleure gestion de l'exploitation et pour créer des outils d'aide à la décision qui permettent de se libérer un peu l'esprit.
Et ensuite, le gros pendant robotique, agricole et automatisation, donc automatisation des agroéquipements qui vont permettre de gagner en temps et gagner en efficacité sur les traitements. Pour cela, je vais maintenant me baser sur trois cas d'études, trois cas d'usage. Donc, je vais partir de cas qui sont aujourd'hui réalisables jusqu'à du très prospectif. Et donc, le premier, ça va être le cas des stations météo agricoles. Et donc, je suis parti des besoins aujourd'hui qui existent et un peu de savoir si ce besoin est aujourd'hui couvert. Donc, en termes d'estimation de temps réel, donc une station météo agricole, ce qu'on attend d'elle, c'est d'avoir des projections sur l'heure à venir. Donc, on est sur un temps réel à peu près du pas de l'heure. Les données qui transitent, ça va être de la mesure, c'est-à-dire une quantité très faible de données, de l'ordre de quelques octets. Et pour cela, en fait, on peut se baser sur quasiment n'importe quelle technologie qui va pouvoir transmettre cette information très légère. Et donc, on peut utiliser quasiment toutes les technologies présentées et on a besoin environ de quelques kilomètres entre cette station connectée et l'antenne pour pouvoir transiter de l'information. Et donc, on peut se baser sur des réseaux bas débit, mais aussi sur des réseaux 2G, 3G, etc. Et ce qu'on attend de ce type d'outil, c'est d'avoir une autonomie relativement grande, c'est-à-dire de l'ordre de 5 ans et très peu d'entretien. Donc aujourd'hui, c'est des solutions qui sont opérationnelles et matures. On a toutes les technologies pour y répondre et donc on peut les installer quasiment n'importe où dans une exploitation. On reviendra sur ce cas d'usage avec Julien Ransens de la société Cap 2020 dans quelques instants. Oui, tout à fait. Et plus précisément sur ce cas-là qui est le cas des pièges à insectes connectés. Donc j'ai pris celui-là justement parce qu'il va y avoir une intervention juste après. Donc là, pareil, on a une estimation du temps réel qui doit être ici de 3 à 4 envois par jour. Ici, on peut faire deux types de données, soit une résolution, donc directement les mesures, soit de l'image qui doit être transitée. Par contre, quand on parle d'image, on parle d'un ordre de grandeur qui est supérieur, qui est de l'ordre de quelques mégabits. Et donc, pour pouvoir faire transiter cette information, dans ce cas-là, on va devoir plutôt utiliser des réseaux type 2G, 3G ou plus pour faire transiter cette information. Et voilà, la portée et l'autonomie, c'est idem que dans le cas. Je voulais attirer votre attention là-dessus, et on y reviendra par la suite. C'est des solutions qui sont opérationnelles, mais dans ce cas-ci, il faut faire attention aux zones blanches. Donc une zone blanche, c'est une zone où il n'y a pas de couverture réseau, notamment à 2G, 3G, etc. Et donc c'est des solutions qui sont aujourd'hui opérationnelles, mais qui peuvent des fois être difficiles à mettre en place à cause de ces zones blanches. Et enfin, le dernier cas qui va être lui beaucoup plus prospectif, ça va être, j'ai pris le cas du pilotage à distance, donc qui est un peu différent de l'automatisation de la robotique qui sera présentée aussi tout à l'heure, où là, ce qu'on va attendre, donc quand on parle de pilotage à distance, on parle de caméra, enfin de pilotage d'engins agricoles avec un masque qui nous permettent de piloter à distance les véhicules. Donc là, ce qu'on attend, c'est une fiabilité maximale, puisque l'opérateur est à distance, un vrai temps réel, c'est-à-dire avec une latence, donc un temps de réaction qui soit de l'ordre, qui soit inférieur à la milliseconde, 10 millisecondes, c'est-à-dire quasiment du temps réel comme si on pilotait en vrai. Et là-dessus, on va avoir besoin d'un flux de données très important, donc avec un flux vidéo qui permette de voir à 360 degrés. Et là, on est sur de l'ordre du gigabit, donc aujourd'hui, seule la 5G pourrait y répondre, voire même la 6G, et donc on est sur des besoins qui sont plus en émergence, mais des besoins qu'on voit qui aujourd'hui pourraient répondre à la pénurie, par exemple, de tractoristes que l'on retrouve un peu partout en France et qui pourraient permettre de trouver une autre façon de conduire des tracteurs. Et donc, voilà. Donc ça, c'est très prospectif. On ne sait pas si ça va émerger ou pas, mais c'est ce genre de choses qu'on pourrait voir apparaître avec des nouveaux usages en agriculture. Guillaume, on comprend en t'écoutant que tu as fait le choix de ce cas du pilotage à distance, de ce téléguidage ou télépilotage par des humains à distance plutôt que la robotique, parce que dans ce cas-là, les besoins en termes de connectivité sont peut-être encore plus forts que pour la robotique. C'est ça, exactement. La robotique, en fait, il y a pas mal de façons d'y accéder, on le verra peut-être un peu tout à l'heure. Et je me suis dit que dans les cas d'usage que j'ai trouvé, que c'était celui qui était vraiment le plus consommateur et qui avait une exigence maximale. Et donc aujourd'hui, c'est des technologies sur lesquelles on voit émerger, notamment on pense la 5G
qui permet par exemple de faire des opérations chirurgicales à distance. Pareil, on a besoin d'une précision et d'une latence qui sont très importantes. Et aujourd'hui, ces technologies qui sont appliquées dans la médecine pourraient être appliquées à l'agriculture pour justement répondre à ce besoin de manque de main-d'œuvre. Et donc, pour conclure sur cette petite introduction sur les usages agricoles, en fait, les réseaux, en termes d'agronomie, pourraient permettre aux agriculteurs de mieux suivre et gérer leur exploitation. Donc, on rappelle les 4 mots-clés détecter, produire, informer, décider. Une économie, donc que ces solutions puissent apporter une valeur ajoutée directe aux agriculteurs. J'ai bien voulu aussi rajouter gagner en qualité de vie. Donc ça, c'est des fois des choses sur lesquelles on nous interroge où on ne peut pas définir économiquement un besoin, ce que ça apporte en termes de valeur ajoutée. Par contre, ça apporte en qualité de vie. Et donc ça c'est quelque chose qui permet de libérer du temps, ça permet de libérer de l'intelligence au niveau des agriculteurs. Et ça, c'est un point super important. Et en termes technologiques, ça va être d'apporter des solutions qui ont une vraie valeur ajoutée technique et qui répondent aux besoins actuels, mais aussi à venir. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir se projeter, parce que ce qu'on voit, si on fait un petit bilan, c'est que c'est un usage en pleine croissance. Alors, si on prend le cas des stations connectées, on est passé en 2018 de 10% environ d'agriculteurs qui possèdent cet instrument, aujourd'hui plus de 40%. Il faut un débit adapté, on l'a vu, selon le cas d'usage, on va avoir des différences. On a besoin d'une portée aussi qui soit suffisante pour communiquer entre capteurs, donc de réduire les zones blanches. Et enfin, un besoin énergétique et une accessibilité économique et technique accrue pour les années à venir. Merci Guillaume. On comprend aussi en t'écoutant, et notamment sur ce dernier point que tu évoques, que le panorama là que tu nous fais est selon une entrée techno, et que tu poses pas là, et c'est pas l'objet de ce séminaire, mais on y reviendra en conclusion. Tu n'entres pas ici dans le débat sur le modèle social ou technico-économique que soulèvent ces entrées technologiques. Non, effectivement, là l'idée, donc pour cette introduction et aussi pour le webinaire, c'est la partie économique qui se fait un peu laisser de côté, plutôt faire de la projection à long terme, parce qu'on sait par exemple qu'une technologie, quand elle va émerger, elle va avoir un coût important, et au fil du temps, elle va être de plus en plus accessible. Et donc là, on fait un peu le pari de dire que les technologies qu'on discute ici seront dans quelques années accessibles, et donc du coup avec un modèle économique qui deviendra plus facilement accessible pour tous. Parfait. Et puis pareil, sur les questions sociales, là aussi on y reviendra en conclusion. Ça pose aussi d'autres questions en termes d'entretien des compétences, de type d'agriculture derrière qui se déploie. Mais ça, on y reviendra en conclusion. En tout cas, merci beaucoup Guillaume pour ce panorama.